demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 16 septembre. Nous parlerons politique avec la fronde des maires de droite et du centre au sein de la métropole. Les écologistes confirment leur dynamique à travers la primaire actuellement en cours pour la présidentielle. 122 000 inscrits au plan national. Le reflux de la 4e vague de Covid se confirme. Le tribunal de commerce de Roanne déboute Michel Troisgros, qui réclamait des indemnités à son assureur. Et puis différents rendez-vous qui se préparent ce week-end. Les anciennes usines Fagorbrandt accueillent à partir d'aujourd'hui le Lyon Street Food Festival. Les Journées européennes du patrimoine, 4e épisode de notre fil rouge. Aujourd'hui, nous irons au Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Et puis nous parlerons également des invites qui ont débuté hier du côté de Villeurbanne. Pour sa part, l'Olympique lyonnais dispute ce soir à Glasgow son premier match de Ligue Europa. Tous ces titres vous seront développés dans quelques instants. Cirque, danse, théâtre, humour, musique, les invites reviennent à Villeurbanne avec 80 représentations gratuites des artistes du monde entier pendant 4 jours. Un festival 100% gratuit, décalé et convivial pour tous les goûts et tous les âges, organisé par la ville de Villeurbanne et les ateliers Frappas du 15 au 18 septembre. Programme sur invite.villeurbanne.fr. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La gouvernance de l'écologiste Bruno Bernard et de sa majorité écologiste vilipendée par l'opposition métropolitaine. 45 maires de droite et du centre ont signé une tribune intitulée « Métropole de Lyon, si on arrêtait tout ». Les frondeurs pointent du doigt les propositions des maires systématiquement rejetées, un manque de communication et de concertation. Parmi les signataires de cette tribune, on retrouve Jérôme Morouge, le maire LR de Pierre-Bénite que nous avons contacté. On nous a demandé en tout début de mandat de travailler avec nos équipes, en lien évidemment avec les habitants, sur les grands projets que nous souhaitions sur la commune. Nous avons travaillé durant 6 mois et nous avons envoyé un dossier à la métropole. Tout a été balayé d'un revers de main, comme si finalement nous ne comprenions rien décidément à notre ville. Les décisions seraient prises sans prendre notre avis. Ça, c'est ce qu'on appelle la PPI, vous savez, c'est les grands investissements sur le mandat. Eh bien, il n'y aura aucun investissement sur Pierre-Bénite par rapport à tout ce que nous avons pu proposer. Le président Bruno Bernard nous dit les propositions sont rejetées si elles ne correspondent pas à la ligne politique du Grand Lyon. J'ai jamais été favorable à la création de la métropole, très clairement, puisque forcément que si on prend au pied de la lettre ce qu'est la métropole, eh bien, on peut en faire quelque chose de totalement indépendant des communes. Ça n'était pas la vision des prédécesseurs de Monsieur Bernard, qui encore quand même gardait un lien avec les communes. Monsieur Bernard, il a décidé effectivement de prendre son programme et puis de dire mais peu importe la vision des maires, peu importe la vision des habitants dans leur commune, nous on a un programme, on s'y tient et on avance. On déroule, tel un bulldozer. Eh bien non, il y a absolument qu'ici que l'on connaît ça, puisque le modèle de la métropole de Lyon n'a été appliqué nulle part ailleurs en France. Pourquoi ? Parce qu'on perd forcément le lien avec les habitants. C'était la première fois aussi en 2020 que les électeurs étaient appelés à se prononcer pour un programme et pour des élus. Ce qui change peut-être un petit peu par rapport à l'ancienne métropole, je dirais la métropole transitoire qu'il y a eu avant 2020. Sans doute, et encore une fois, moi, contrairement à certains de mes collègues, moi j'ai toujours dit que ce modèle de la métropole était un mauvais modèle. De toute façon, de vouloir élire des représentants qui ne seraient plus finalement les maires, c'était forcément courir à la catastrophe, puisque on arrive dans des situations où vous avez le maire d'une commune et puis son opposant qui lui est responsable de la métropole. Enfin, vous voyez à peu près comme ça peut bien fonctionner. Donc effectivement, dès la création de la métropole, de toute façon, on savait qu'on irait dans le mur un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ? Certains de vos confrères parlent d'une mission parlementaire, d'autres demandent que la loi soit modifiée. Moi, je trouverais effectivement intéressant qu'on ait une mission parlementaire qui puisse peut-être déboucher sur une modification de la loi. Je crois qu'on a encore une fois créé là un monstre tentaculaire qui vraiment croule sous les dépenses de fonctionnement et autres, et on a perdu énormément en proximité. Nous sommes un certain nombre, et notamment je pense à notre secteur, moi je parle du sud-ouest lyonnais, où on se rend compte qu'à 2 km, 3 km de chez nous, il y a des communautés de communes où les choses sont beaucoup plus réactives, où on arrive à avoir beaucoup plus de projets d'ensemble portés par les mairies. Pourtant, me semble-t-il, eh bien, ça n'est pas le tiers-monde, bien au contraire, et les travaux d'investissement sont réalisés bien plus qu'ici. En réponse, Bruno Bernard s'est dit prêt à ouvrir des échanges supplémentaires avec les maires, mais sans transiger sur les valeurs qu'il défend, prenant pour exemple le projet de vague artificielle de surf voulu par Grigny, mais retoqué par la métropole car non compatible avec les intérêts environnementaux
environnementaux. Bruno Bernard. Il n'y a jamais autant d'échanges entre la métropole et les maires. Sur cette révision de PLUH, c'est 400 réunions qui ont été faites avec les communes. Donc nous sommes à l'écoute avec les maires, comme d'ailleurs avec les acteurs associatifs ou économiques sur le territoire, pour écouter et échanger. Et après, naturellement, il y a une phase d'action, une fois qu'on a écouté, dans le respect des compétences des uns et des autres. Donc moi, je ne souhaite absolument pas polémiquer avec les maires de droite qui sont montés au créneau pour nous attaquer. Je souhaite qu'on puisse continuer à travailler, c'est le cas avec la plupart d'entre eux, en réalité, sur les projets métropolitains qui se font dans leur commune. Et ma porte est naturellement ouverte pour continuer les échanges. Ils prétendent que dans le précédent exécutif aussi, la décision finale appartenait au final au maire et non pas à la métropole. Pour les compétences municipales, mais c'est naturellement la métropole qui décide de ces sujets. Donc on a des intérêts métropolitains sur des équipements tels qu'un cimetière, sur des équipements de développement de faire du logement. Donc il faut naturellement, si on veut être efficient, que la métropole qui a la compétence, qui a été élue au suffrage universel direct pour ça, les applique. Et naturellement, ça passe par l'échange de maires. Et souvent, on trouve des solutions pour que nos priorités et les leurs soient compatibles. Et puis des fois, il peut y avoir des points de divergence qui sont respectables. Et moi, je respecte le point de vue des maires. Mais néanmoins, les maires vont décider à la fin de ce qui est de leur compétence et la métropole va le faire de ce qui est de sa compétence. Il faut des permis de construire, il faut les signer. Mais bien sûr, il faut construire sur la métropole. La plupart des villes, d'ailleurs, le souhaitent et font tout pour. On a quelques communes sur lesquelles c'est plus difficile, on ne va pas se le cacher, d'ailleurs qui sont carencées et pénalisées par l'État, y compris avec des pénalités financières. Où, à nouveau, il faut construire plus et il faut que ces maires répondent aussi aux besoins de logement de tout le monde. Ce sont quand même des maires de droite qui sont un peu dans une posture, puisque certains, quand ils échangent avec moi, ne tiennent pas le même propos, et même certains m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient satisfaits des investissements qu'on faisait sur leur commune. Donc il y a une part de posture politicienne que je peux comprendre. Moi, je prends acte, parce que c'est quand même un élément important que des maires s'expriment. C'est beaucoup, 40 maires, même s'ils représentent une minorité de la population. Donc moi, je dis que je reste ouvert à la discussion pour améliorer les liens, mais dans le respect des uns et des autres. Chacun a été élu au suffrage universel direct pour exercer ses compétences, et la démocratie, c'est respecter les uns et les autres. Bruno Bernard, le président de la métropole, un rappel, la loi ne permet pas aux communes de sortir de la métropole, comme elle ne permet pas de sortir d'un département ou d'une région. La seule solution serait donc une remise à plat de la loi, poussée en leur temps par Michel Mercier et Gérard Collomb. Les écologistes confirment la dynamique constatée lors des européennes et des municipales et l'intérêt pour les questions environnementales. En 2016, la primaire avait à peine mobilisé plus de 17 000 personnes, plus de 122 000 inscrits au plan national cette année. Une primaire ouverte, la règle prévoyait que toute personne de plus de 16 ans puisse voter moyennant une contribution de 2 €. Le premier tour par vote électronique aura lieu ce week-end, le second tour éventuel du 25 au 28 septembre. C'est désormais le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle, qui tiendrait la corde. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La 4e vague du Covid recule, c'est une confirmation. Selon Santé publique France, le taux d'incidence est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants, une première depuis mi-juillet. La circulation du virus continue à ralentir dans le Rhône également, avec un taux d'incidence descendu à 122 pour 100 000. On était à 312 pour 100 000 sur la semaine, par exemple, du 4 au 10 août. Le tribunal de commerce de Roanne a débouté le chef triplement étoilé Michel Troisgros. Ce dernier réclamait près de 1,6 million d'euros d'indemnité de perte d'exploitation à l'assureur Allianz pour les mois de fermeture imposés à ses restaurants par la crise sanitaire. Le tribunal condamne en outre le plaignant à verser 5 000 € à Allianz au titre des frais de procédure. La manufacture d'armes de chasse la plus vieille de l'Hexagone, Verney-Caron, a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Les exportations de l'entreprise se sont effondrées, tandis que les ventes en France restaient stables. Le marché de la chasse a particulièrement souffert en France depuis mars 2020 en raison des périodes de fermeture des commerces non essentiels, sans compter l'arrêt de la chasse pendant le confinement. De plus, l'activité et sécurité de l'entreprise est affectée également ces dernières années par la perte du marché du ministère de l'Intérieur pour les flashballs. C'est une entreprise suisse qui a pris le marché LBD. Pour autant, Verney-Caron n'envisage aucune restructuration sociale. Lyon demain, créateur d'envie. Les anciennes usines Fagorbrandt accueillent jusqu'à dimanche le Lyon Street Food Festival. Au programme des découvertes et des rencontres, 4 destinations invitées, Afrique, Bruxelles, la vallée de la gastronomie et Asian Street Market. 70 représentations avec notamment des concerts sur 17 espaces scénographiques. À ne pas manquer donc aux usines Fagorbrandt.
4e épisode de notre fil rouge dédié aux Journées européennes du patrimoine programmées samedi et dimanche. Parmi les lieux à ne pas manquer, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, situé quai Chauveau dans le quartier de Vèze. Pour nous en parler, nous avons rencontré Mathieu Ferret, directeur du CNSMD. Donc c'est un établissement qui a été créé en 1981 et qui forme chaque année un peu plus de 650 étudiants, musiciens et danseurs. Donc qui forment les artistes de demain en fait. Racontez un peu l'histoire du lieu. C'est un couvent au départ, créé au XVIIe siècle. Et puis à la Révolution, on met dehors les religieuses et on installe l'école vétérinaire de Lyon en 1795, qui avait été la première école vétérinaire créée au monde. Elle y est restée presque 200 ans. Ils sont partis à la fin des années 1970 et en 1988, le Conservatoire national s'est installé dans ces locaux. Alors l'architecture est très belle parce que le bâtiment a en fait été embelli au fur et à mesure du temps. Donc on a une partie du XVIIe siècle et puis on a toute une partie du XIXe avec une partie début du XIXe et une partie Second Empire. La rotonde que vous voyez là date effectivement du Second Empire. C'est un exemple de rotonde que je pense est assez rare à Lyon en fait. Le patrimoine, il faut tout le temps le réinterpréter. On a dans notre projet d'établissement en exergue une citation du philosophe Paul Ricoeur qui dit « Une tradition ne reste vivante que si elle demeure prise dans un processus ininterrompu de réinterprétation. » Et c'est ce qu'on essaye de faire. On forme des interprètes qui réinterprètent. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse a découvert ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Une marionnette africaine de 9 mètres de haut, le géant Tchangara, 85 représentations, 400 artistes et 1 millier de personnes impliquées dans l'édition 2021. Bonjour Nadège Toli. Bonjour. Directrice de production des Invites. Les Invites, on le sait, sont réputés à Villeurbanne pour être un festival des arts de la rue. Quelles sont les particularités de cette 17e édition, en quelque sorte post-Covid, même si on parle encore malheureusement de cette pandémie? On est encore un peu dedans, mais justement, nous, on a voulu dire que c'était une sorte de réveil. En fait, on a essayé de donner un petit peu des marqueurs pour montrer que, enfin, on pouvait tous ensemble se réapproprier l'espace public et en profiter. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire une édition où, notamment, on a donné des marqueurs sur le thème du fait de prendre de la hauteur. Ça, c'est décliné sous plusieurs formes. Il y a notamment une grande roue qui est installée devant l'hôtel de ville de Villeurbanne. Il y a des compagnies comme, par exemple, Antoine Le Ménestrel qui fait une traversée en tyrolienne entre les gratte-ciel. Jeudi, il y a également les filles du Renard Pâle qui font une traversée de la place Lazare-Goujon sur un fil. Donc Joanne, c'est une file de ferry, c'est une funambule qui est à 54 mètres de haut. Donc là vraiment, oui, de la hauteur, on va en prendre. Il y a des trapézistes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont faites pour dans cet esprit-là, un petit peu de se donner du souffle et puis de voir un peu plus haut, un peu plus loin. 400 artistes qui viennent des 4 coins du monde, finalement, je m'aperçois. Bon, pas mal de Français évidemment, des Hollandaises, un peu un Espagnol, un peu moins d'Européens que d'habitude, mais par contre toujours beaucoup d'artistes africains. On est très content d'avoir pu maintenir ces tournées avec ces artistes compte tenu de la situation. Et une des particularités de ce festival, c'est son côté évidemment participatif, avec notamment les ateliers Frappaz, mais aussi tous les Villeurbanais qui y participent. On a toujours eu ça à cœur en fait à Villeurbanne, enfin pour les Invites en tout cas, d'impliquer vraiment les habitants. Donc ils sont impliqués d'une part sur les stands de cuisine du monde. Donc là il y a toutes les associations qui sont représentées et qui tiennent leur stand et qui viennent participer en amont à ce qu'on appelle la création collective. Un travail qui est fait avec des scénographes de façon à transformer l'espace public. Donc ce sont des installations monumentales. Donc là cette année on a travaillé autour des jardins extraordinaires et notamment on a travaillé tout l'été avec des habitants. On a récolté des masques, les fameux masques qu'on est tous obligés de porter. On les a peints en rouge, plus de 2000 coquelicots qui ont été fabriqués et donc ils sont installés sur l'avenue Henri Barbus comme un immense champ de coquelicots. Donc voilà, comment on détourne des objets du quotidien pour en faire quelque chose de poétique et qui nous sorte complètement de ce contexte tellement difficile qu'on a traversé. L'interview complète de Nadège Toli, directrice de production des Invites, à écouter en podcast sur lyondemain.fr. L'édition 2021 du Festival Lumière aura lieu du 9 au 17 octobre à Lyon. L'Institut Lumière vient de dévoiler le programme complet. Plusieurs
Plusieurs rétrospectives sont au programme. Le cinéma de Jane Campion, qui recevra cette année le prix Lumière, mais aussi l'Amérique de Sidney Pollack, ou encore le cinéma populaire de Gilles Grangier. Les femmes cinéastes avec Kinuyo Tanaka. Le cinéaste et président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier, est décédé cette année. Un hommage lui sera rendu, notamment via la projection de certains de ses films. Et puis notez également des spéciales, grands classiques du noir et blanc, documentaires, sublimes moments du muet, La nuit Jurassic Park à la Altony Garnier, sans oublier les séances famille avec Shrek. Plus de 160 films au programme de Lumière 2021, répartis dans la plupart des cinémas de la métropole. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour la dernière édition de la semaine.